Dimanche 19 février, vers 10 heures du matin, après quelques gelées blanches. Le soleil splendide est là, donc ça fait quelques jours maintenant, 3-4 jours, où on a une remontée des températures après un hiver relativement sérieux cette année chez nous, des périodes très longues avec de la neige, des températures de -8, -10 des minimums, des températures aussi qui, pendant plusieurs jours de suite, pendant au moins une semaine ou 10 jours, n'ont pas été positives, même en plein milieu de la journée. Donc, ce qu'on appellerait un bel hiver. Donc là, avec le soleil, les températures qui remontent, ben c'est un peu l'effervescence printanière et j'essaye de relancer mon activité de jardinage. Ici à l'entrée, la première nouveauté de la saison 2017, je vais pouvoir être bien plus précis avec les indications météo que je vous donne. J'ai installé cette petite station météo qui mesure à la fois la température, l'humidité, le point de rosée, le vent, direction du vent, ça m'intéresse moins, et le petit boîtier rectangulaire, c'est un pluviomètre, c'est ce qui m'intéressait le plus, donc il va enregistrer en temps réel les pluies qui seront tombées. Toutes les données sont transmises directement dans un boîtier qui est à la maison, et ce boîtier lui-même se raccorde à l'ordinateur par une prise USB pour tracer donc des graphiques ou traiter des données brutes. Comme ma mémoire est toujours un peu volatile, je vais donc pouvoir, par exemple en ce qui concerne la pluviométrie de l'année, en relation avec les travaux que je fais, je vais donc pouvoir vous donner des indications beaucoup plus précises que ce que j'ai fait l'an dernier. Donc année 2 de cette vidéo, année 4 ou 5, je ne sais même plus, du potager du paresseux, un rapide tour ce matin pour voir l'état, donc sortie d'hiver, démarrage de printemps. Une des premières choses que j'ai faites, et il était plus que temps, ça aurait pu se faire durant l'hiver, mais comme je suis un peu frileux, vous l'aurez compris, j'ai préféré rester au chaud à la maison. Donc première chose, ça a été de remettre en état, de tailler les framboisiers. Alors je procède de la façon suivante. J'ai malheureusement complètement oublié que je faisais des vidéos. Donc je vais vous raconter, je ne suis plus capable de vous montrer. Donc je rappelle que j'utilise des variétés remontantes, c'est-à-dire des variétés qui produisent quasiment en continu. Au fur et à mesure où les différentes branches se développent, il se forment des fleurs, et tant que les conditions sont favorables et tant qu'il y a assez d'eau, ces fleurs vont donner des fruits, contrairement à des variétés non remontantes qui, elles, vont produire une grande quantité de framboises sur le bois qui a passé l'hiver, mais qui n'en produisent pas sur les pousses de l'année. Donc ces framboisiers, je les taille à peu près de la façon suivante, environ 1 mètre de haut, de façon à pouvoir s'appuyer, là, les faire passer entre ces deux fils de fer. Et je garde jusqu'à une dizaine de rameaux bien formés de l'année passée. Donc tout le vieux bois, celui qui était déjà là au printemps dernier, il a été coupé. Je ne garde que ces rameaux qui ont poussé l'an dernier. Je choisis les plus beaux et j'en laisse donc jusqu'à une dizaine par souche. J'enlève tous les pousses, parce que le framboisier drageonne, c'est-à-dire qu'il envoie sous terre des racines qui, à un moment donné, vont donner des pousses aériennes. Donc je nettoie tout ça de façon à, dans un premier temps, pouvoir repasser avec la tondeuse durant les premiers mois de développement de ces framboisiers. Après, vous l'avez vu sur les films l'an dernier, très vite,
vers juin, juillet, ça se referme presque entièrement et à ce moment-là, je ne peux plus passer avec la tondeuse, mais comme aussi l'herbe est privée de lumière, en général, elle ne pose plus de problème à ce moment-là. Voilà donc pour ces framboisiers. Alors les tiges de l'année se reconnaissent à leur couleur. Les vieilles tiges blanchissent un peu et de toute façon, vous le reconnaissez facilement à la flexibilité. Quand vous avez du vieux bois, il est sec et si vous faites ça, il casse. Alors que les tiges qui ont été produites l'été, début d'automne dernier, sont flexibles et vous pouvez très facilement les passer donc sous les fils de la sorte. Alors ici, sur votre gauche, vous avez une partie du résultat de la taille. Voilà par exemple des vieilles tiges que j'évoquais, un peu blanchâtres et cassantes. Donc celle-là, ça c'est du vieux bois. On l'enlève, on le coupe et cela va être passé au broyeur, former une sorte de BRF, même si ce n'est pas véritablement quelque chose de très très ligneux. C'est tout de même une matière organique à des compositions plus difficiles, donc qui va stimuler les champignons. Je ne les mettrai pas sur les framboisiers pour éviter d'éventuels retours de maladies, bien que je n'ai pas observé de sérieuses attaques de maladies sur mes framboisiers l'an dernier. Les principaux problèmes du framboisier ici chez moi, ce sont les vers du fruit et l'an dernier, la mouche de Suzuki, donc une drosophile qui rend des fruits coulants. Nous avions des attaques terribles toute la saison passée, passant du cerisier en bas, par les cassissiers, les myrtillers, les framboisiers. Tous mes fruits rouges ont plus ou moins souffert de ça. Donc d'un côté, ces fagots de branches qui vont être broyés, de l'autre, là ça se voit pas très bien, mais tous ces rejets que j'ai donc arrachés parce qu'ils essayaient d'envahir les allées, dont j'ai fait des plans que je vais donner aux gens qui sont intéressés. Alors, chose intéressante qu'on peut voir ici, je vais essayer de filmer ça en gros plan. C'est d'un côté la présence des fois, mais ça a un peu séché, de champignons, de filaments de champignons sur ces racines. Et on voit déjà que sous terre, la végétation est repartie, même si en surface, il n'y a pas encore de feuilles. Donc, il y a déjà de l'activité dans l'air. Alors juste pour illustrer ici, ces mycéliums, donc ces regroupements de champignons qui se sont arrachés avec les racines et qui montrent un peu comment les champignons s'associent aux arbres et aux arbustes pour développer la capacité qu'ont ces arbustes d'explorer le volume. On le voit aussi ici, je pense que ce sera net à l'image, en tirant sur le plan, on voit qu'il y a un pont entre ces particules de bois et les racines, tout est venu, y compris ces copeaux en voie de décomposition. Et ici donc, ce que j'évoquais, les bourgeons souterrains, là, puisque c'était dans la terre jusqu'à peu près ici, les bourgeons qui se développent déjà sous terre. C'est même plus spectaculaire sur celui-là. Là, on voit des bourgeons déjà assez avancés. Donc, si les conditions se maintiennent, dans quelques jours, on aura les premières pousses de ces framboisiers. Ici aussi, ça se voit très très bien. Alors après cette taille, il manque encore une chose, c'est de recharger la couche protectrice. Ici, sur une première partie, j'ai mis à l'automne ces feuilles mortes ramassées à la tondeuse, mais normalement, l'ensemble de ces rangées de framboisiers vont être traitées avec du BRF qu'il faut que je m'empresse de fabriquer. C'est en théorie bien trop tard, mais ce sera néanmoins un apport de substances ligneuses favorables,
même si les rameaux ont beaucoup trop traîné. Hein. Il vaut mieux toujours hacher le BRF quelques semaines, quelques jours après la coupe des branches. Alors, je suis en train d'en couper là sur les haies tout autour du jardin, donc ceux-là sont frais, mais du côté de la forêt, je vais aussi récupérer des branches qui ont été coupées à l'automne dernier, donc là c'est moins idéal, mais moins idéal ne veut pas dire que c'est mauvais. Hein, il faut toujours être très relatif dans sa façon de voir les choses. On vous expliquera très facilement que l'idéal c'est ça, et je suis surpris des réactions qu'ont mes lecteurs des fois en disant mais alors je peux plus faire. Non, moins idéal ça veut dire que c'est pas l'idéal, mais c'est néanmoins tout à fait favorable. Alors deuxième chose que j'ai déjà faite, c'est ressortir les châssis, hein, donc ce sont ces vitres, c'est de la récup, hein, du double vitrage qui allait partir à la casse que j'ai récupéré et que j'ai mis dans un cadre de bois. Et donc là, sur la moitié, hein, sur cette première vitre ici, hier, j'ai semé des laitues Batavia, donc pour avoir le plus tôt possible des salades, vu que je suis un très gros crudivore, un très gros mangeur de salades. Deuxième chose que j'ai déjà faite, c'est ici sur cette partie donc paillée au début de l'hiver, j'ai repiqué des échalotes et je vais continuer aujourd'hui sous le soleil, là le long des planches, par les oignons. Voilà les deux lignes de mâche que j'évoquais à l'instant, donc qui étaient complètement recouvertes par les oiseaux qui gratouillaient dans mon foin en décomposition et que hier, avant-hier plutôt, j'ai dégagé simplement avec un râteau à gazon, le genre de râteau flexible, donc on passe délicatement, ça permet d'enlever le foin sans arracher les plantes. Alors la mâche va très vite monter en graines, donc il faut se dépêcher de récolter et de consommer avant que cela ne monte en graines au printemps. Nous sommes là devant les fraisiers. Vers votre droite, ceux qui ont été plantés il y a 3 ans, 2 ans, l'an dernier. Et ici, une orangée qui a été mise en place à l'automne. L'ensemble a été recouvert de ce broyis de troncs de peupliers. Il s'agit en fait d'un chantier le long de la route où ils ont coupé des peupliers qui menaçaient de s'effondrer et ils ont broyé les souches pour pas que le peuplier ne rejette. Donc on a récupéré ce broyis. Il s'agit d'un matériau, donc, comme vous pouvez le voir, très bien couvrant. Donc c'est une très bonne façon de contrôler les adventices. Par contre, c'est un matériau riche en carbone, donc en cellulose et en lignine, le constituant du bois, et très pauvre en azote. Donc on peut craindre un effet dépressif. C'est pour ça que, une fois n'est pas coutume, j'ai apporté ici un engrais organique, hein, donc c'est des petits granulés de lisier, je crois que c'est du lisier de bovin déshydraté, donc que j'ai apporté comme source d'azote, de façon à ce que les organismes qui décomposent ce bois trouvent l'azote dans ces granulés et ne vont pas le piquer aux plantes, ce qui permet de limiter, voire d'annuler l'effet dépressif que l'on aurait suite à des apports massifs de substances ligneuses qui en l'occurrence ne sont pas du BRF, hein, c'est bien du vieux bois, le cœur du tronc qui a été broyé. Alors ça illustre que si je recommande l'usage du foin en couverture de sol, il faut avant tout être opportuniste. Toute matière organique a vocation à retourner au sol. Simplement, il faut savoir quels sont les effets positifs, négatifs de chacune des matières organiques qu'on utilise, de façon à toujours corriger les choses dans le sens
des organismes du sol, hein, donc qui eux ont besoin d'azote, ont besoin de carbone dans un rapport d'environ de 1 à 15. Donc quand ce rapport n'y est pas, eh ben, il faut le reconstituer artificiellement, là donc par l'apport de substances, de granulés, d'engrais organiques. Bon, juste à gauche de l'endroit où on était, cette plate-bande que nous avons recouvert de foin tout à fait récemment, il y a 2 jours, donc en prévision de semis. Je ne sais pas encore de quoi, il y avait les carottes ici et des échalotes et de l'oignon l'an dernier. Mais donc une fois que ce foin se sera aplati sous l'effet de la pluie, je vais pouvoir couper des sillons et mettre en place donc par semis direct un certain nombre de légumes. Donc voilà à quoi ressemble une planche qui a été paillée. Quand je parle d'une vingtaine de centimètres, donc voilà de quoi il s'agit. Cela a été déroulé en aérant le moins possible le foin, donc en le faisant foisonner le moins possible. Et donc, si on compacte un peu, on a là à peu près la vingtaine de centimètres que je recommande. Vous voyez que même en faisant attention, c'est un tout petit peu chaotique. Donc une fois que les premières pluies sont passées, je vais corriger un peu ces écarts de niveau de façon à faciliter la mise en place du semis. Sur votre gauche, la rangée de cassissiers, taille légère, hein, donc je ne suis pas un fanatique des tailles sévères, mais néanmoins j'éclaircis un tout petit peu, je sors des rameaux morts, j'évite que les cassissiers n'envahissent trop mes plates-bandes, donc on va appeler ça une taille d'entretien légère. Alors on va s'intéresser davantage à cette plate-bande. Il s'agit là d'une nouvelle zone de conquête sur le gazon commencé à l'automne dernier avec une épaisse couche de feuilles mortes, couche sur laquelle j'ai mis ensuite un peu de tonte de gazon pour maintenir en place ces feuilles mortes. Et donc tout à fait récemment, il y a 2 jours, nous avons rajouté cette couche de foin. Il n'est pas inintéressant de plonger un peu dans cette couche pour voir ce qui se passe là-dessous. On va le faire avec un gros plan. Alors plongeons un peu là-dedans pour voir ce qu'on va voir. Donc, on va enlever le foin, je le remettrai. Là on trouve donc les feuilles mortes mélangées avec le gazon qui s'est desséché. Il était en surface, hein, donc il ne s'est guère décomposé, puis il a fait froid, donc les organismes n'ont pas trop travaillé. La couche de feuilles mortes que j'enlève là, et on tombe sur des graminées qui ont déjà bien souffert, hein, donc c'est relativement propre, même si on trouve encore l'ensemble des souches d'herbe, hein, qui est une vivace, l'herbe, en train de se décomposer. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette pomme de terre? Donc voilà un peu à quoi ressemble le sol. Assez humide, un peu décomposé, enfin l'herbe un peu décomposée mais encore prêt à repartir. Donc c'est quelque chose sur lequel je peux envisager donc de semer dès cette année, y compris donc dans les parties nouvellement conquises sur l'herbe. Je pensais que c'était un limaçon, mais non. Voilà donc un peu à quoi ressemble cette zone de conquête. Alors une chose que j'ai souvent évoquée
mais jamais trop montré, c'est la question du pH du sol. J'ai acquis cet appareil, ça coûte une petite vingtaine, entre 15 et 20 euros je crois. Alors c'est un appareil qui mesure à la fois la température du sol, le pH et quelques autres paramètres plus futiles. Il y a une sonde qui donne l'intensité lumineuse, vous voyez que ça affiche là-haut un soleil normal, donc là il y a une intensité que l'on considère comme normale, satisfaisante pour la croissance d'une plante. Entre-temps, le pH s'est stabilisé aux environs de 6,5. Alors je ne sais pas quelle est la précision de ces appareils, mais disons l'indication va dans le sens d'une légère acidité, hein, puisqu'un pH de 7 est neutre, 6,5 c'est quasiment l'optimum. On considère qu'une légère acidité est celle qui est à la fois favorable à tout. Elle ne bloque pas l'activité des organismes tels que les bactéries. Elle convient aux champignons qui préfèrent des zones un peu plus acides, mais elle permet aussi à l'essentiel des éléments minéraux du sol qui alimentent les plantes de rester solubles. Des pH trop élevés ou trop bas provoquent soit des toxicités par solubilisation de certains éléments, l'aluminium, etc., ou au contraire l'insolubilisation du fer qui précipite à des pH trop élevés. Donc on recommande des pH de 6, 6,5 comme un idéal dans un sol cultivé. Il semblerait que naturellement ici, j'ai ces conditions. On peut mesurer aussi la température en changeant un réglage là. Voilà, là je l'ai mis sur température et l'on voit que le sol est évidemment sous cette couche relativement froid, pour ne pas dire glacé. L'appareil, je ne sais pas si ça se verra à l'écran, affiche 4 degrés Celsius. 4 degrés, évidemment, c'est beaucoup trop bas pour la germination de la quasi-totalité des plantes. Ça, c'est un des défauts, évidemment, de cette technique de couverture épaisse des sols. Bien sûr, le foin, les feuilles, etc. vont empêcher la chaleur d'arriver facilement au sol et donc vont ralentir le réchauffement du sol, d'autant plus que ce matériau est clair comparé à un sol plus sombre qui retient, qui capte davantage la chaleur. Donc voilà, 4 degrés. Pour l'instant, il est urgent d'attendre que ça se réchauffe avant de mettre en place quelque chose ici.